Donc moi, je suis très favorable à ce que l'épargne des Français soit mise vers le capitalisme industriel français pour faire des entreprises françaises puissantes. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas si effectivement ce capital français revient bien dans les entreprises. C'est les évaluations qui sont en cours et il y a d'ailleurs une commission ad hoc qui a été définie avec des parlementaires pour le déterminer. Mais vous savez, je vais être très clair moi dessus là aussi. D'ailleurs, c'est même inscrit dans la loi. C'est inscrit dans la loi. Quand on a voté la transformation de l'ISF, on a inscrit dans la loi le fait que cela devait être évalué. Et en fonction de l'évaluation, on ajustera. Mais vous dites d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de suppression, de retour de l'ISF, malgré les évaluations. Je vous donne ma position personnelle qui m'a été posée. Est-ce que vous ne sous-estimez pas la portée symbolique ? Parce qu'on vous parle de l'ISF et vous nous répondez sur l'efficacité économique. Certains, même à la REM, disent que ça aurait dû être fléché. C'est-à-dire, on supprime sous condition de. Est-ce que entre la tranche supplémentaire d'impôt qui peut être créée, la suppression de l'ISF, en gros, il va pas falloir en passer par là pour donner l'impression qu'on fait payer les riches et que c'est pas la rationalité économique, c'est pas tant le sujet quand on entend les gilets jaunes et les Français. En fait, Julien de Normandie. Vous avez une vraie question qui est cette justice sociale et fiscale. L'impôt sur le revenu, par exemple, 70% de cet impôt est payé par 10% de nos concitoyens. 70% d'impôts par 10%. Et donc la question, c'est effectivement, est-ce qu'on fait une fiscalité par totem en disant il faut qu'on la renforce pour telle ou telle tranche, ou est-ce que notre fiscalité, elle est suffisamment redistributive ? C'est diablement compliqué. Parce que d'un côté, c'est tout à fait normal que les plus aisés payent plus d'impôts. Mais président des ultra-riches, ça vous semble injuste ? C'est le titre d'un livre. Il faut avoir toujours ce consentement à l'impôt. Et au bout d'un moment, il ne faut pas faire en sorte que les classes moyennes, qui souvent ont subi pendant des décennies ce matraquage fiscal, et toujours... Mais parlons des ultra-riches. Parlons des ultra-riches. Et président des ultra-riches, c'est le titre d'un livre que publient les sociologues Pinson-Charlot. Et en l'occurrence, ils font la liste de toutes les mesures fiscales qui ont été prises en faveur des plus fortunés. Exit tax, ISF, flat tax, baisse de l'impôt sur les sociétés bientôt, sans aucune contrepartie. Mais vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin de président. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un gouvernement. Ils n'ont pas besoin de ces politiques publiques. Les riches, ils n'ont pas besoin de cela. Pourquoi on fait ça ? On fait pas ça pour faire plaisir à un tel ou un tel. Mais ce serait de la folie. Vous croyez que moi, je me suis engagé en politique pour faire ça ? Moi je suis plutôt catho de gauche, vous voyez ? Pour autant, j'ai aucun mal à vous dire que oui, l'ISF, il faut aller au bout de cette réforme qu'on a portée pour voir si c'est utile ou pas. Mais pourquoi ? Parce que je crois qu'à la fin des fins, ce qui importe, c'est de faire en sorte que l'argent de tout le monde, elle soit utilisée en France pour créer des emplois. L'année dernière, pas aller au bout on a créé 50 000 emplois pour des raisons l'année symboliques dernière. ou politiques. C'est ça qui est important. En fait, est-ce que la notion politique, il y a une réponse souvent un peu techno qui est de dire si ça marche, on va faire une évaluation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème politique ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, dans tout ce qui sort depuis 3 mois, il y a quelque chose qui est une espèce de fureur irrationnelle ou pas contre le président et contre la politique menée à cause de choses... Ce qui est sûr, c'est que c'est ça le moment de tension qu'on vit en ce moment. C'est qu'en fait, on oppose les uns aux autres. On oppose les Français, les riches aux pauvres, les employeurs aux grands patrons, au patronat. Et donc, tout l'enjeu du grand débat, c'est encore une fois très compliqué, mais tout l'enjeu du grand débat, c'est comment on arrive justement à réconcilier cela. Est-ce que on arrive justement à faire en sorte que chacun ressente plus de justice sociale? C'est pas évident. Et effectivement, cette perception, il faut la prendre en compte. Après, est-ce que cela doit passer par telle ou telle mesure ? On va le déterminer à partir de mi-mars pour justement lancer cet acte 2 du quinquennat. Le ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche. France Inter, Ali Badou. Question politique. Vous avez déjà eu droit à votre portrait, Julien de Normandie, mais tout change tellement vite qu'il fallait une mise à jour. Karine. Julien de Normandie, vous êtes depuis presque 20 mois ministre et pourtant vous dites que jamais vous n'aviez songé à faire de la politique. Enfin, jamais vous n'aviez envisagé de quitter les coulisses ministérielles pour vous retrouver, comme aujourd'hui, sur le devant de la scène. En fait, pendant 12 ans, vous avez certes tiré quelques ficelles, mais sans être publiquement exposé, puisque vous étiez officiellement ce que l'on appelle un conseiller. Tout a commencé d'abord pour vous, Julien de Normandie, à la direction du Trésor. Vous avez mis ensuite votre expertise économique au service de l'ambassade de France au Caire, en Égypte. Et puis, vous avez travaillé au cabinet de la ministre Nicole Bricq, de Pierre Moscovici aussi, sans oublier d'Emmanuel Macron quand il s'est retrouvé à Bercy, nommé à l'économie. Autrement dit, Julien de Normandie, depuis le départ, vous ne fréquentez que des lieux de pouvoir. Mais cela n'a rien à voir, c'est vrai, avec la politique qu'il vous a donc fallu apprivoiser très vite. Merci
Merci pour votre accueil républicain, j'y suis sensible. Merci pour votre comité d'accueil. Juste un mot, parce que j'entends les locataires dire que j'aurais pu les oublier. Alors c'était là votre premier congrès des organismes HLM, 28 septembre 2017. Vous étiez secrétaire d'État à la cohésion des territoires depuis seulement 3 mois. Maintenant, avez-vous appris, Julien Denormandie? Oui, mais vous resterez un ministre probablement bien plus technique que politique, comme un ingénieur, ce que vous êtes d'ailleurs, puisque vous êtes issu de l'École nationale du génie rural, ce qui pour un macroniste peut sembler assez peu banal. Donc vous êtes un technicien carré, précis, et ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron vous confie toute la fabrication, toute la structuration à l'époque de son futur parti. Aujourd'hui, à 38 ans, il vous a chargé de la ville et du logement. D'un côté, il y a les dossiers, et de l'autre, très concrètement, les gens. Mais attendez, ça fait un mois, depuis un mois, on a bossé, je peux vous dire, depuis un mois, la mairie, la métropole qui ont cette compétence, ces équipes avec qui j'étais, ils travaillent d'arrache-pied. Maintenant, la situation, moi je vous le dis très clairement, la situation, elle n'est pas acceptable, c'est pour ça que je suis ici. Vous vous souvenez? C'était à Marseille. Voilà, c'était à Marseille. Troisième déplacement après l'effondrement au début novembre de 2 immeubles d'habitation. Vous êtes donc face à un habitant, et ce qui est incroyable, c'est le mimétisme avec votre patron, parce que dans le style, dans l'expression, on dirait du Emmanuel Macron. Reconnaissez que vous lui ressemblez. Vous avez, paraît-il, la même manière de raisonner, mais lui aviez-vous dit, Julien Denormandie, vous qui travaillez sur bien des fractures numériques et sociales de notre société, lui aviez-vous dit qu'une crise des Gilets jaunes était en train de monter? Question posée, votre réponse, Julien Denormandie. Vous aviez vu? Ce qui est sûr... Senti, perçu? Ce qui est sûr, alors c'est toujours très facile de refaire le match, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que, il y a un truc que je n'ai jamais oublié, c'est que cette colère qui s'exprime aujourd'hui, c'est exactement la même qui a fait l'élection d'Emmanuel Macron. La même. Il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, qui s'exprime, cette colère, elle repose sur quoi? Elle repose sur beaucoup de nos concitoyens qui se disent, mais en fait, moi, j'ai absolument pas les rênes de mon destin. Je suis assigné. J'ai pas les possibilités. Mais pour que nos auditeurs comprennent, Julien Denormandie, juste une précision, parce que vous ne répondez pas complètement à Karine, mais en l'occurrence, vous êtes le fondateur d'En Marche. Vous aviez eu l'idée de cette démarche en 2016, avant même qu'Emmanuel Macron ne soit officiellement candidat à la présidence de la République, d'envoyer des milliers de volontaires rencontrer les Français, faire du porte-à-porte, consulter, faire un diagnostic du pays. Ça n'a pas si bien marché que ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu à l'époque? Non, la colère, on l'avait vue. C'est encore une fois, c'est cette colère qui nous porte au pouvoir. Après, la question, c'est au bout de 20 mois d'exercice du pouvoir, les choses ne sont pas allées assez vite. Les résultats ne sont pas allés assez vite. Parce que ce serait très présomptueux. Si je vous dis, bien sûr, j'avais tout vu. Non, c'est pas ça. Vous étiez à la cohésion des territoires. Oui. Vous vous intéressez beaucoup à la fracture numérique, les questions de 4G, etc. Vous vous intéressez donc au quartier, aux problèmes de ville, de zones périphériques, le logement, qui est évidemment au cœur aussi du problème. On va en parler dans un instant. On va en parler. Donc vous étiez vraiment là où il y avait tous les facteurs où ça montait. Donc on se demande, vous allez régulièrement sur le terrain, on se demande si vous aviez senti. Est-ce qu'il y a que les professionnels de la politique qui sentent ces choses-là? Non, pas du tout. Mais je veux dire, on le sent. Cet état d'exaspération, on le sent tous les jours. Et vous évoquez le numérique. Il y a un truc hallucinant dans notre société. Non, mais restons sur les gilets jaunes. Mais ça répond précisément à ça. Vous savez, les gilets jaunes qui se disent, mais en fait, tout ce qui est fait, c'est pas pour nous. Mais songez, la fracture numérique, par exemple. Il y a le Parlement qui, il y a quelques mois, a voté une loi sur le télétravail, qui est une aspiration de beaucoup, parce que dans votre vie de tous les jours, le télétravail, c'est quelque chose qui peut être très bien. C'est vraiment pas un slogan qu'on entend sur les ronds-points. Non, mais vous savez, ça permet aussi de pas avoir à se déplacer, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que la loi permet aujourd'hui à tout le monde de pouvoir dire à son employeur, le télétravail, c'est pour moi. Au même moment, vous avez un Français sur 2 qui n'a pas accès au très haut débit chez lui. Et donc vous vous rendez compte, en fait, la société qu'on construit, c'est une société où d'un côté on donne des droits, et de l'autre côté, vous avez la moitié de la société qui n'y a pas accès. Je peux vous dire que ça crée quoi? Ça crée des frustrations énormes. Ça crée, pour certains, le sentiment de dire, ils sont gentils là-bas, ils définissent des lois, mais nous, on en voit d'accord. Vous l'avez pas vu venir, et donc, ça mais oui, moi je le vois tous les jours. Vous faites une description. Moi je le vois tous les jours. Mais alors on fait quoi? C'est pour ça qu'il faut aller encore plus fort, encore plus vite dans la mise en œuvre. Mais le numérique, par exemple. Non, Julien Denormandie, vous êtes en train de détourner la conversation, en l'occurrence. C'est pas la question
question qui vous était posée. C'est intéressant, mais c'est pas la question qui vous était posée. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites, au fond, on s'appuie sur la même colère que celle qu'il y avait pendant la campagne présidentielle pour accélérer. Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on vous renvoie aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit, il a accéléré les inégalités. C'est la notion de inégalité. Donc, comment vous répondez concrètement à cette idée que, au fond, ça va pas assez vite, mais en plus, il y a plus d'inégalités parce que les riches touchent plus que les pauvres. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que toute la politique qu'on fait depuis 20 mois vise précisément à mettre fin à ces fractures territoriales, à ces inégalités territoriales. Quand toutes les actions qu'on fait pour les quartiers et les banlieues, ces discriminations qui perdurent, qu'on tape extrêmement fort, tout cet habitat insalubre sur lequel je me bats depuis 20 mois, toute cette fracture numérique qu'on a laissé se faire d'année après année, ça fait 20 mois qu'on y travaille d'arrache-pied. Mais après, ça va pas être un scoop. Ça va pas être un scoop. Est-ce que construire un immeuble, ça se fait du jour au lendemain? Est-ce que construire les pylônes pour aller fibrer l'ensemble de notre territoire, ça se fait du jour au lendemain? Évidemment non. Moi, sur le logement, je viens de passer une loi. J'ai mis 1 an à la faire passer. On va en parler. Julien Denormandie, on va ouvrir le dossier. Voilà, ça fait 1 mois qu'elle est passée. Le numérique, j'ai passé un deal hyper important avec les opérateurs en janvier dernier. Les premiers pylônes, ils arrivent dès le mois d'avril. Mais voilà, ça, c'est le temps des institutions versus le temps du ressenti et le temps de la mise en œuvre. Et moi, mon obsession, mais c'est bien normal, c'est de faire en sorte d'accélérer ce temps de réalisation. Et malheureusement, je voudrais que ça aille encore plus vite. Vous pouvez concrètement l'accélérer, et de combien, par exemple? Mais vous savez, c'est beaucoup de transformations, c'est y compris une transformation dans l'action de l'État. Moi, ce que je retiens, par exemple, des Gilets jaunes, c'est qu'on peut ne pas être d'accord sur la vision politique. On l'a dit, la fiscalité, les totems, les symboles. Mais je pense que les Gilets jaunes, ils nous obligent sur un deuxième point tout aussi fondamental. C'est l'efficacité de l'action publique. Songez, par exemple, ce fameux chèque énergie dont on parlait, le chèque énergie. 3 millions de personnes éligibles. On va faire en sorte que ce soit 5 millions maintenant. Sur les 3 millions de personnes éligibles, 560 000 n'en ont jamais vu la couleur. Jamais. Parce que trop loin, parce que pas le bon outil pour y avoir accès. Mais ça, c'est un truc de dingue. Et donc, c'est quoi l'efficacité de l'action publique ? Un truc de dingue, un pognon de dingue, aurait dit le président de la République. Et justement, parce que vous n'avez pas évoqué cette question qui est posée aussi par le mouvement des Gilets jaunes depuis son début, c'est la question de la personnalité même d'Emmanuel Macron, Nathalie. Et une impression de fixation qu'il y a sur Emmanuel Macron, comme s'il avait il avait fait croire qu'il était magique pendant la campagne et que les gens se sont réveillés en se disant qu'il ne l'était pas du tout, avec l'impression que ça se joue entre 67 millions de Français et le président, avec des slogans appelant à la démission, avec des images d'où on le guillotine, avec cette espèce de relation entre le roi, ou un mythe ou une réalité qui est. Est-ce que vous pensez en clair qu'il peut renouer avec les Français ou qu'il y a quelque chose qui cloche avec sa personnalité même? Julien Denormandie. Déjà, il faut jamais faire de cas particulier une généralité. Vous avez, je veux dire, quiconque qui prend le portrait d'Emmanuel Macron et qui va le guillotiner sur la place publique, je pense qu'il a une conception de la République qui est pas tout à fait la mienne. C'est important parce qu'il faut pas faire d'un cas particulier une généralité. On a l'impression qu'il y a une fixation. Mais c'est vrai, vous avez raison. Presque haineuse sur lui. Mais évidemment que ce sujet-là est porté. Il suffit de lire ce qui est marqué sur les Gilets jaunes. Je veux dire, mais deuxième élément, pour répondre à votre question, moi je crois justement que ce qu'a encore démontré le président de la République depuis 15 jours, à faire tous ces débats avec les élus locaux, je serai avec lui demain à Évry-Courcouronnes pour un débat avec des élus locaux, des maires, mais aussi des associations, des citoyens de quartier. Je veux vous dire que le président de la République, on lui reproche d'ailleurs souvent parce que c'est probablement là où il a ces petites phrases qui sont ensuite reprises. Mais il va toujours vers les Français. Toujours. Dans tous ses déplacements, vous l'avez vu comme moi, il va vers les Français. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il allait changer et que c'était fini les petites phrases? C'est bien qu'il y avait un problème. Parce que aujourd'hui, il y a alors, lui-même a reconnu que certaines de ces petites phrases avaient pu blesser. Et c'est important à prendre en compte. Et qu'il allait changer. Et deuxièmement, aujourd'hui, il y a un sujet de la manière qu'on a d'expliquer ce que nous faisons. Et ce que dit le président de la République dans ce fameux entretien avec certains journalistes, c'est deux choses. C'est dire cette semaine, cette explication, il faut que elle soit plus précise, plus globale, et que c'est vrai que les petites phrases parfois
n'ont pas permis cette explication des réformes que nous avons pu porter. Donc c'est un problème de pédagogie. Non, et le deuxième élément qu'il dit qui est très fort. S'il faut mieux expliquer, c'est exactement la définition de ce qu'est la pédagogie. Vous savez, non, parce que le deuxième élément, et moi je ne fais jamais partie de ceux, jamais, qui considèrent que le problème en politique, c'est l'explication. Alors quand vous dites c'est mieux, vous venez de le dire. Je vais finir ma phrase, parce que l'explication, c'est nécessaire, mais le deuxième élément que met en avant le président de la République, c'est que toutes les réformes doivent être partie d'un prisme qui est le quotidien et l'accessibilité par les Français. Et c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure sur l'efficacité de l'action publique. Oui. Aujourd'hui, comment vous faites des réformes qui partent véritablement des problèmes sur la Français. question du président de la République. C'est extrêmement important. Parce que c'est évidemment lui qui est pointé du doigt et c'est lui qu'on tient pour responsable et c'est lui qui est mis en cause dans le mouvement des Gilets jaunes régulièrement depuis 12 semaines. Françoise. On a beaucoup entendu aussi Emmanuel Macron demander à ses ministres de reprendre la main sur l'administration, d'être plus présent, en quelque sorte plus politique. Est-ce que c'est l'idée aussi qu'au fond, Emmanuel Macron ne peut pas tout seul et qu'il faut une reprise en main des administrations pour que l'État démontre son efficacité? Ou alors, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'au fond, il y a une inefficacité de l'État aujourd'hui, peut-être parce que les fonctionnaires sont pas placés au bon endroit, peut-être parce que l'État est surendetté, donc il est beaucoup moins mobile qu'avant. Quelle est votre analyse là-dessus? Mon analyse, c'est comme toute structure, il y a une vraie révolution à faire. Et je dis avec d'autant plus à la fois d'humilité, mais de regard critique, que moi-même j'ai été fonctionnaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc je sais pertinemment comment ça se passe. Je vais donner un exemple qui est ô combien parlant. Prenez les organigrammes des ministères. Vous avez des bureaux qui s'appellent le bureau B2, F4, Fininter, des mots incompréhensibles. Moi, dans mon administration, par exemple, je suis passé d'une gestion de bureau à des chefs de projet. Fini le bureau. Mais comment, quand on est disruptif comme vous l'avez été, vous n'avez pas fait le ménage en arrivant? Mais on a fait le ménage. Moi, j'ai par exemple beaucoup de mes directeurs d'administration qui ont changé. Et puis aujourd'hui, dans toutes mes politiques publiques, j'ai nommé une personne, par exemple, en charge de construire 60 000 logements pour les étudiants. Et non pas monsieur numéro B2, qui n'a aucun sens. Mais ça, cette transformation, le fait de se dire comment ce que j'expliquais tout à l'heure sur le chèque énergie, comment quand on conçoit le chèque énergie, on peut à la fin arriver à un système où vous avez 560 000 personnes qui n'y ont pas accès, mais on marche sur la tête. L'efficacité énergétique des bâtiments. Figurez-vous, par exemple, moi j'ai vu des cas où pour aller transformer une maison, il fallait 11 intervenants, des associations, l'État, des agences, 11 intervenants. C'est juste délirant. Et donc cette transformation de l'État, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce soit simple d'accès, et j'insiste sur le terme d'accès pour nos concitoyens. C'est ça qu'on est en train de faire. Sur par exemple la rénovation énergétique des bâtiments, on a transformé la chose avec François de Rugy. On a mis en place une structure qui s'appelle FAIR, 0808 800 700, pour dire aux gens, vous y allez et voilà votre plateforme et c'est facile d'accès. C'est la chaudière à 1 euro. On s'occupe de tout. Mais ça, c'est une vraie transformation des structures, comme quand vous transformez une entreprise, une association. Ça prend un certain temps. Mais moi, je le répète, ce qu'on vit en ce moment dans notre pays, c'est à la fois la vision politique, je le nie pas, mais c'est l'action et l'efficacité de l'action publique. Et alors, c'est ça sur lequel il faut aussi renforcer complètement les moyens. La transition est toute trouvée puisqu'il s'agit encore d'inefficacité, voire de responsabilité même des administrations et des pouvoirs publics. Hier après-midi, des milliers de personnes défilaient à Marseille, une marche de la colère contre le mal-logement après les drames de la rue d'Aubagne dans le centre de Marseille. 8 morts avec une question qui est posée autour des responsabilités. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était en visite sur place. Il a pointé la responsabilité du maire Jean-Claude Gaudin. Il a aussi posé cette question. Mais l'État, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Et comment tous ces gens ont laissé toutes ces choses aller à ce point? Voilà les deux questions que pose Jean-Luc Mélenchon. Vous qui êtes le ministre de la Ville et du Logement, comment est-ce que vous répondez à cette question? Je dis, vous savez, Monsieur Mélenchon, il hurle, il adore hurler, mais il propose rien. Mais il propose la création de permis de louer pour éviter que des gens puissent louer des taudis. Ça existe déjà. Elle est belle l'affaire, hein. Ça existe déjà. Il a été près de 20 ans sénateur, 8 ans député européen, maintenant 2 ans à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il a jamais posé une question sur le drame de Marseille. Pas une fois. Pas une fois. Sur la lutte contre l'habitat insalubre, par exemple. Moi, j'ai travaillé main dans la main avec des députés de l'opposition. Un député que je salue, Stéphane Peu, communiste. On peut pas m'accuser d'être communiste. J'ai travaillé avec lui pour voir comment, concrètement, par la loi, on peut renforcer les sanctions contre les marchands de sommeil. Monsieur Mélenchon, il hurle, il propose rien. À Marseille, moi, j'y suis allé 3 fois. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État?
Mais alors les responsabilités sur le relogement et sur la lutte contre l'habitat dit en péril, c'est les responsabilités des collectivités locales. Mais l'État est là, et c'est ce que j'ai fait, moi, en me rendant à 3 reprises à Marseille, en mettant en place des moyens supplémentaires, en mettant en place une gestion de projet, parce que la situation, elle n'est pas acceptable aujourd'hui à Marseille. Et donc, j'ai mis tout ça en place. Est-ce que vous croyez que j'ai vu Monsieur Mélenchon lors de ses dernières visites pour nous dire il faudrait faire ceci ou cela? Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité donc, dans la politique que vous menez sur le logement? Vous avez limité, retiré des moyens au HLM. Résultat, en tout cas, il n'y a pas un nombre de logements neufs suffisant. Les gens se tournent vers des logements du privé. Et ces logements du privé, s'ils veulent pouvoir se les payer, effectivement, ils sont obligés de se tourner vers ces logements plutôt indignes et dans lesquels peu de monde aurait envie d'aller habiter. Donc, il y a quand même une responsabilité de l'État, en tout cas de votre politique. Votre politique, elle fonctionne pas. Non, mais vous savez, Julien de Normandie. pour continuer sur Marseille. Sur Marseille, vous avez il faut voir de quoi on parle. Hein. Vous avez 300 immeubles qui ont été évacués. 2000 personnes. Oui. 2000 personnes dehors. Depuis lors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, l'État, on a envoyé des experts pour consolider l'expertise de la collectivité pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui le peuvent puissent retourner dans leurs immeubles. Plus de 65 immeubles ont ainsi pu voir leurs habitants revenir. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé les moyens pour aller plus vite dans la réhabilitation, soit des grandes copros dégradées, soit de l'habitat individuel. Et enfin, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié, là on pouvait le faire, des logements dits vacants, vides, pour pouvoir les flécher directement par les sinistrés. Mais vous ne répondez pas à Karine. Exactement. Très bien. Ça, c'est non, mais parce que ce qui est très, c'est l'urgence, ça. Mais okay. Oui, mais ce qui est très important, c'est que vous savez, cette politique de la lutte contre l'insalubrité, moi j'en ai fait la priorité numéro 1 de mon ministère. Alors pourquoi avoir coupé Julien de Normandie dans les budgets qui permettent de financer les logements sociaux? Voilà. Je termine juste. Figurez-vous que 3 semaines avant le drame, rue d'Aubagne, 3 semaines, je suis à Marseille pour annoncer justement cette politique de lutte contre l'insalubrité. C'est 18 milliards d'euros qu'on met en place. 3 milliards sur 10 ans pour lutter contre les copros dégradés. 5 milliards sur 5 ans pour lutter contre ce logement insalubre dans les villes moyennes, les sous-préfectures. Et 10 milliards d'euros sur un peu plus de 10 ans dans les quartiers prioritaires. Mais pourquoi ne pas répondre à la question, Julien de Normandie? Je vous y réponds. Sur la lutte contre l'insalubrité, la réhabilitation pourquoi avoir des coupé bâtiments dans les budgets qui permettent de financer les logements sociaux? C'est une question que pose la Fondation Abbé Pierre. Elle vient de remettre son rapport annuel cette semaine et elle met en cause justement cette politique contradictoire. D'un côté, une philosophie que vous venez de rappeler, une politique ambitieuse, et pourtant coupe de 4 milliards d'euros dans les APL, coupe dans les budgets qui permettent de financer les logements sociaux, et on construit moins de logements sociaux cette année que l'année dernière. Alors expliquez-nous. Il faut être hyper précis là-dessus. Les 18 milliards que je viens de vous évoquer, c'est pas des financements qui sont dans les budgets, comme on dit. C'est pas la ligne budgétaire que met en avant la Fondation Abbé Pierre. Tout ça, c'est de l'argent qu'on met, qu'il faut déployer aujourd'hui. Et par exemple, sur la rénovation dans les quartiers, depuis mai 2018, donc depuis 6 mois, c'est 4 milliards 3 qu'on a engagé. Pour vous donner un ordre d'idée, si cet activisme est pas fort, faut me l'expliquer là. Après, la Fondation Abbé Pierre, elle dit quoi? Fondation Abbé Pierre, elle est pas d'accord sur une politique qu'on mène, qui est celle de la réforme des APL. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, le logement social aujourd'hui en France, il est financé à 2 reprises. Il est financé en amont, parce que c'est l'État qui finance les bailleurs sociaux avec les collectivités, et à la sortie, quand on finance les locataires. Bon. Et nous, quelle est la politique qu'on fait? Cette politique, c'est de soutenir en amont, pour soutenir les bailleurs sociaux dans leur construction, dans leur rénovation, et être moins dépendant des aides à la sortie. Juste une toute petite précision. La réforme du système des APL, la baisse, a été donnée souvent comme la première bêtise du quinquennat ou le commencement de la fin, ou le commencement de quelque chose qui n'allait pas bien. Est-ce que vous envisagez de revenir là-dessus et de remettre à plat le système et de revenir sur cette décision? Julien de Normandie. Là, vous évoquez un point très précis, juste une petite question. C'est une question, monsieur le ministre. Qui est la réforme de moins 5 euros de l'été 2017. Qui a été donnée dans les choses symboliquement. Exactement. Et moi, j'ai eu l'occasion de le dire. Je trouvais que c'était une décision pas bonne. J'ai eu l'occasion de le dire. Comme pas bonne, est-ce qu'on peut revenir dessus? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai porté une nouvelle réforme des APL, qui est une réforme pour faire en sorte que les APL aujourd'hui, elles vous soient versées en fonction de vos besoins d'aujourd'hui, un peu comme l'impôt à la source. Et c'est ça la grande réforme. Décalage dans le temps. Exactement. C'est ça la grande réforme du moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que les APL que vous avez, elles sont en fonction de vos revenus d'il y a 2 ans. 2 ans. Ça, on sait. Mais voilà. Et cette réforme, c'est celle-là que je porte aujourd'hui, qui est en cours. Mais une réforme que vous portiez, c'était quand même le choc de construction. C'était construire plus
en construisant plus, a priori, on pouvait espérer que les loyers baissent un peu. Le logement social, vous avez annoncé 109 000 nouveaux logements. 109 000 sur l'année 2018, on est à 113 000 exactement en année 2018. Donc moins que l'année dernière, alors qu'il y a un manque criant de logements sociaux. C'est là quand même qu'on sent que la dynamique, elle n'est pas là, et on sent effectivement qu'il n'y a pas les logements suffisants. On est en plein cœur de la crise des Gilets jaunes. Je veux dire, la plupart des gens expliquent très simplement qu'ils ont le sentiment d'avoir moins à dépenser parce qu'ils mettent de plus en plus dans leur loyer. Comment on fait pour changer en fait cet état des choses ? Là aussi, il manque 1,5 million de logements sociaux en France. 1,5 million. Bon. Et donc comment on arrive à en construire moins ? Expliquer les baisses de construction, c'est trop facile de dire c'est telle ou telle politique, notamment que des politiques budgétaires. Vous avez des cycles, vous êtes en avant par exemple d'élections, notamment les élections municipales. Vous avez parfois la taxe d'habitation qui a pu faire peur à certains en se disant comment on va être mangé. Donc il y a plein de facteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'ai passé une loi avec des mesures hyper fortes, qu'on appelle la loi logement. Elle a été adoptée il y a 1 mois et demi. On est en train de la mettre en œuvre. Et donc, le logement, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, on a pris des mesures inédites, très fortes, pour faire en sorte de soutenir cette construction. La loi, elle a 1 mois et demi. Je suis en train de la mettre en œuvre. Et en revanche, sur ces logements sociaux, les chiffres qu'on évoquait là, moi, j'ai fait une attention très particulière à faire en sorte que les logements très sociaux soient en progression, plus 8% cette année. C'est un élément très important parce que c'est quelque chose qui permet par exemple à toutes celles et ceux qui sont dans la plus grande précarité d'avoir accès à ces logements sociaux. C'est ce qu'on a fait, plus 8% sur cette année. Mais le logement, effectivement, faut des mesures fortes. On les a adoptées il y a 1 mois et demi. On est en train de la mettre en œuvre. Le problème, c'est que j'ai pas une baguette magique pour faire en sorte que du jour au lendemain, on construise 1,5 million de logements en France. C'est ça le choc de la période, c'est qu'on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron n'a pas la baguette magique pour transformer le pays. Mais vous imaginez comme ce serait présomptueux de le dire. S'il y avait une baguette magique, je crois très sincèrement mais en même temps, vous voyez bien le procès qu'on vous fait, c'est que tous les gouvernements se succèdent et on a l'impression que le problème du logement, qui est effectivement à l'origine pour beaucoup de la crise des Gilets jaunes, elle perdure à travers les politiques et donc il y a une sorte d'impuissance de l'État là-dessus. Vous savez, mais encore une fois, moi je pense que ce que je vous disais tout à l'heure sur le logement insalubre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses inacceptables dans notre société. Le logement insalubre, qu'est-ce que ça a provoqué ? Ça a provoqué des bandits qu'on appelle les marchands de sommeil, qui se sont saisis de la chose. Et vous savez, qu'est-ce que c'est que ces marchands de sommeil ? C'est des gens qui agissent en toute impunité. Figurez-vous, il y a moins d'1 an, Max Dormois, à Paris, un marchand de sommeil qui se fait condamner. Condamné, hein. La mairie l'exproprie. Elle est obligée de lui verser 6 millions d'euros à cet escroc. 6 millions d'euros parce que on lui exproprie son immeuble. 6 millions d'euros. C'est délirant. Eh ben, tout ça, je l'ai changé dans la loi logement. Aujourd'hui, un marchand de sommeil, il est considéré comme un trafiquant de drogue. Aujourd'hui, un marchand de sommeil, quand on l'exproprie, on n'a plus à lui verser ses indemnités d'expropriation. Elles sont gelées. Tout ça, c'est en cours. C'est en train de se mettre en œuvre. Et d'ailleurs, on a des premières décisions de justice à Bobigny récemment, où un ancien médecin a été condamné sévèrement pour lutter contre ce fléau. À Pierrefitte, j'étais avec Nicole Belloubet il y a 1 semaine, Pierrefitte, pour aller justement constater ce que faisait un marchand de sommeil. Le marchand de sommeil, voyant qu'il y avait un peu de monde, il débarque. Il vient nous voir avec un sentiment d'impunité exaspérant, insupportable. Eh ben, ces marchands de sommeil, parce que justement, on va les taper très fort. J'ai même dans la loi obliger les agences immobilières et les syndics de copropriété à les dénoncer. Il y a ce terme dans la loi de dénonciation. Eh ben, c'est comme ça, en prenant des mesures très fortes, en les tapant, qu'on mettra fin à ce fléau. Sur l'insalubrité, 18 milliards d'euros qu'on met en place également. Donc je peux vous dire, on y va franco, avec beaucoup de conviction, beaucoup de force, mais effectivement, dans le logement, peut-être bien plus qu'ailleurs, eh ben, du jour au lendemain, il n'est pas possible de construire 2 millions de logements. Mais il y a l'importance de défendre votre politique et il y a évidemment les questions soulevées ou les remarques et les critiques portées par des fondations. Je citais la Fondation Abbé Pierre. Chacun se fera son jugement. J'ai passé toute ma matinée vendredi. Est-ce que vous avez lu Madame la Présidente, le livre de Nathalie Chuck et Ava Damchidi ? Non. Non ? Non. Alors on découvre que vous faites partie des Mormons. Les Mormons, c'est ce commando de quelques personnes qui ont accompagné Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir depuis les tout débuts, depuis Bercy. C'est un tout petit groupe. Il y a des conseillers du président, Sibeth Ndiaye, Ismaël Emélien, Benjamin Griveaux, vous-même. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous êtes baptisé vous-même les Mormons ? Je ne sais pas. Il faudrait demander à ceux qui l'ont baptisé parce que je ne sais pas.
Vous ne savez pas? Non, je peux pas vous dire, mais je suis pas sûr que ce soit l'un de ceux que vous évoquez qui l'ait fait. Je pense que c'est plutôt des commentateurs qui l'ont dit. En tout cas, je l'ignore, mais je lirai avec grand intérêt ce livre. Pas sûr que ça vous plaise. En l'occurrence, ouais. le portrait de votre groupe est assez dur. Vous êtes décrit comme arrogant. Vous seriez en situation de guerre froide avec la première dame, avec Brigitte Macron. Tout ça est insupportable. Enfin, je veux dire, je connais très bien la première dame que j'admire énormément à beaucoup d'égards. Je trouve que c'est absolument insupportable. Il y avait un de vos confrères qui faisait Pourquoi un insupportable article, parce qu'il y a un de vos confrères qui a fait un article indécent cette semaine, mais indécent, en prêtant des propos à un certain nombre de collaborateurs vis-à-vis de la première dame. Juste indécent. Je comprends pas que des journalistes aient pu écrire des choses pareilles. Parce que c'est faux. Parce que c'est archi faux pour bien connaître l'ensemble des intéressés. Et je trouve ça totalement indécent. Il y a eu toute une interrogation sur changer le style d'Emmanuel Macron et peut-être aussi ouvrir l'Élysée, peut-être à d'autres personnes que ceux qu'on appelle les Mormons, c'est-à-dire ceux qui ont fait sa campagne électorale. Il y a eu notamment l'idée que c'est peut-être pas les mêmes qualités pour gagner que pour ensuite gouverner ou présider.